Où sont passées mes pantoufles? Où sont passées mes pantoufles? Mes pantoufles, mes pantoufles. Jean Constantin, où sont passées mes pantoufles? Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette chanson? Parce qu'on reçoit, eh bien je te dirais, le Trotsky de la pantoufle, le Lénine de la théorisation du capitalisme de connivence, le Nietzsche des petits apparentements entre amis. Non, c'est vrai, Vincent Jauvert, bonjour. Bonjour. Vincent Jauvert, vous êtes grand reporter, vous êtes chef du service étranger de l'Obs. Vous avez publié déjà Les Intouchables d'État chez Robert Laffont, et là vous publiez Les Voraces de la République. Je pensais Tout court d'ailleurs, les Voraces tout court. Les Voraces tout court, c'est vrai. Mais vous parlez des Voraces et vous ne parlez pas des coriaces quand même. Est-ce que les Voraces sont coriaces d'ailleurs? Ah, ils sont très coriaces, ils sont extrêmement résistants, oui. C'est même leur caractéristique première, tous ces gens-là, d'être là à différents postes. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, on assiste à la fusion des élites, les trois élites économiques, politiques et administratives. Et ça date vraiment d'Emmanuel Macron. C'est la première fois que Emmanuel Macron ou Édouard Philippe représentent cette fusion-là. Ils ont été à la fois hauts fonctionnaires, banquiers ou dans le privé, banquiers, avocats d'affaires, et maintenant en politique. Et ça, c'était jamais arrivé avant, hein. Jamais. Oui, c'est une première. C'est une première. Et ça a des conséquences. Du coup, ça a des conséquences forcément sur la gestion du pays. Ce livre, alors que je recommande, c'est un livre passionnant, c'est un livre scalpel. C'est vraiment une espèce de diagnostic, d'analyse de Vincent Jauvert. Et puis, ce qui est très bien, c'est que vous faites l'enquête et vous donnez des noms. Pas du tout pour dénoncer, mais pour montrer comment ça se passe. Oui. Et alors, ce qui est vraiment passionnant et en même temps, je veux te dire, assez ébouriffant et assez terrible, c'est quand même l'extraordinaire connivence entre le public et le privé. Quoi, c'est même plus une passerelle, c'est une maison de passe. Enfin, c'est... Oui, c'est... maison de passe, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un grand n'importe quoi parfois, pour pas dire pire. Oui, ce sont des gens qui considèrent en fait que le public et le privé, en gros, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Et que, alors, ils se justifient en disant qu'ils agissent pour le bien public dans les deux cas. Ouais, alors, il faut quand même leur rappeler qu'en général, quand ils travaillent dans le privé, ils travaillent pour les actionnaires. Ce qui est normal. Ce qui ne me gêne pas, mais c'est pas pour le bien public. C'est ça. Même si parfois des entreprises. Bon. Et donc vous avez des gens qui prenez un exemple, oui, des exemples. Oui. Prenez celui qui était qui est toujours, semble-t-il, le prétendant de la droite, Monsieur Baroin à l'élection présidentielle. Oui. Monsieur Baroin est à la fois maire de Troyes, président de la communauté urbaine de Troyes. Communauté de 180 000 habitants quand même, il faut la gérer. Président de l'Association des maires de France à Paris, d'une part, voilà pour son action publique. Ah oui. Donc déjà, maire, agglomération et association des maires de France. Voilà, d'une part. Et d'autre part, à Paris, il est avocat d'affaires, VRP, lobbyiste d'une grande banque d'affaires anglo-saxonne, et membre de 3 conseils d'administration d'entreprises portuaires. De 3 entreprises différentes. Alors qui appartiennent au même groupe, mais différentes. Et donc, il lui donne des jetons de présence chaque fois différents. Et donc, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à Paris. Et Vincent Jauvert, juste, il faudrait chiffrer ça, c'est important. Alors, ça fait quoi? On ne peut pas tout chiffrer. Alors, déjà, il touche le maximum pour un élu, c'est-à-dire 8 500 euros net par mois, d'une part. D'autre part, il a un fixe comme avocat de 7 500 euros net par mois, plus tout ce qui fait de commission des affaires, commissions différentes. Comme lobbyiste, on ne sait pas, c'est pas public. Ouais. Et comme membre du conseil d'administration, je crois qu'il a touché quelque chose comme 40 000 euros, mais là je ne sais plus les chiffres exactement en tête, en un seul mois, en mois de décembre de l'année dernière. Voilà. Ce qui fait quand même... ce qui fait des sommes... assez colossales. Alors, mais il y en a plein d'autres. En fait, on assiste à quoi? À des gens qui font nos carnets d'adresses dans le public. Dans le public, oui, c'est ça. Qui apprennent les faiblesses de l'État dans le public et qui ensuite revendent ça aux entreprises privées. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles les embauchent. Parce qu'on vous dit toujours, ah oui, mais il faut que les hauts fonctionnaires respirent dans le privé, connaissent le privé, vous savez. Oui. Très bien. S'ils deviennent entrepreneurs, s'ils créent des richesses formidables, s'ils deviennent riches en inventant des choses formidables, tout le monde serait d'accord. Le problème, c'est que c'est pas pour ça que les entreprises les embauchent. Prenez le patron des banques
à Bercy, celui qui s'occupait de la régulation des banques à Bercy. Oui, ce qui est un poste Important. très important. Ouais. Du jour au lendemain, il est entré comme associé dans la banque d'affaires Lazare, chargé de quoi? De la fusion des banques. Et quand vous dites jour au lendemain, quel délai? Du jour au lendemain. au lendemain. Extraordinaire. Et donc cet homme, un jour, voyait des banquiers pour parler de régulation, de leur régulation, en disant voilà ce que vous devriez faire en matière de comptabilité. Et le lendemain, quand il est entré chez Lazare, ah ben voilà, à ce propos, j'ai une affaire à vous proposer, parce que les banquiers d'affaires, comme vous le savez peut-être, enfin vous le savez vous, je suis sûr, les auditeurs pas toujours, ne prêtent pas d'argent. Non, bien sûr. Un banquier d'affaires, c'est quelqu'un qui monte des deals. C'est ça. Entre entreprises. Et donc j'ai eu dans le public, je sais ce qui s'y passe, et je vais mettre cette connaissance que j'ai eue à Bercy au service du privé. Dites-moi, Vincent Jauvert, une chose importante, Oui. Ces fonctionnaires peuvent revenir au service public? Ah ben oui. C'est ça qui est extraordinaire. Non, mais en plus, ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir, et avec un très bon salaire, puisqu'ils ont ce qu'on appelle le droit, c'est un terme freudien, vous allez adorer ça, le droit au retour dans son corps. Ah, c'est magnifique. D'origine. Le droit au retour dans son corps d'origine. Freud s'en serait délecté. C'est sublime. Donc, c'est ça. J'ai fait tant dans le privé, j'ai envie de revenir, je reviens. Alors, ils peuvent pas rester plus de 10 ans dans le privé. Voilà, mais c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et il y en a qui font ça. Il y en a un, par exemple, qui était chargé, un conseiller d'État chargé de juger. Donc, le Conseil d'État, c'est la plus haute justice administrative. Ouais. Il était chargé du contentieux fiscal. Ouais. Au Conseil d'État. Au Conseil d'État. Ouais. Il est devenu tout de suite, du jour au lendemain, avocat fiscaliste. Et au bout de 9 ans et 10 mois, c'est-à-dire juste avant les 10 ans, il est revenu au Conseil d'État, qui au bout de quelques mois l'a renommé patron du contentieux fiscal. Ah oui, c'est ça. Et dites-moi, c'est formidable. Oui, c'est-à-dire il revient, il a fait dans le privé il a donné toutes ses connaissanses au service du privé. Et là, il se refait des connaissances, et toujours en étant quand même payé au Conseil d'État quelque chose comme 11-12 000 euros net par mois quand même. Hein. Pas mal. 12 000 euros net par mois, ce qui n'est pas désagréable. Il y en a un qui est comme ça d'ailleurs, et qui est marié à Madame Goulard. Oui. Qui travaille maintenant juste à côté de chez lui, d'ailleurs, à la Banque de France. Et vous êtes donné, je voudrais que vous racontiez, Vincent Jauvert, parce que vous donnez, c'est vrai, ce livre est passionnant parce qu'il donne vraiment des exemples très précis de ce qui se passe. À droite comme à gauche. Hein. À droite comme absolument. Ce n'est pas un livre d'essayiste théoricien, c'est un livre de journaliste enquêteur. Parlez-nous quand même de quelqu'un qui est à côté de chez nous, Sybille Veil. Ah. Sybille Veil, patronne de Radio France. Alors, ça fait partie de la façon dont le président de la République gère ses amis, les gens qui l'ont aidé, ses amis, en tout cas les gens qui l'ont aidé très tôt. Ah oui, c'est ça. Oui. Madame Goulard, elle a apporté le soutien du centre, enfin de ce qu'elle pouvait apporter, dès 2016, au tout début. D'accord. Et donc, il ne la lâche pas. Après qu'elle ait été nommée ministre des Armées, je sais pas bien pourquoi d'ailleurs, parce qu'elle n'avait rien à faire avec l'armée, mais bon, et qu'elle est partie pour les raisons qu'on sait, pour des histoires de financement. Oui. Bon. Elle est partie et on l'a renommée à la Banque de France. Gouverneur adjoint de la Banque de France, quand même. Hein, à 300 000 euros par an, avec une indemnité, ça va plaire à vos auditeurs, de logement de 5 000 euros par mois. 300 000 euros par an, 5 000 euros par mois. Mais c'est magnifique. Mais pourquoi on n'est pas dans les petits papiers des présidents ? Ensuite, alors qu'il sait qu'elle va être embêtée, il la nomme, enfin, il la propose comme commissaire. Elle est retoquée au grand, quand même. À la Commission européenne. Commission européenne, ce qui est quand même pour la France. Oui, un camouflé. Camouflé, deuxième grand pays. C'est quand même un grand camouflé. Et évidemment, madame, elle est revenue à la Banque de France avec le même salaire. Et je suppose la même indemnité de logement. Formidable. Vincent Jauvert, restez avec nous. On continue cette conversation passionnante après ça. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Dernière des marques des soldes but. Jusqu'à mardi, moins 10% supplémentaires sur tous les produits déjà soldés. Oh là là, je vais encore faire des folies, moi. En ce moment, chez But, moins 10% supplémentaires sur tous les produits déjà soldés. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au mardi 4 février. But, des prix et des idées tous les jours. Dans la limite des stocks disponibles, voire départements concernés. Les boissons sans sucre de Coca-Cola présentent Surviving January, le défi qui va changer votre vision de l'apéro. Avec tous les excès de la fin de l'année, on s'est dit qu'on pouvait démarrer 2020 par un petit jeu.
Du 1er au 31 janvier, remplacez toutes vos consommations de soirée par des boissons sans sucre. Pour l'occasion, redécouvrez le goût léger et rafraîchissant de Coca-Cola Light. Relevez le défi Surviving January avec Coca-Cola. Surviving January, survivre à janvier. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio. Dans l'Hérault, au Cap d'Agde. Sur 104.7. Nausée? Nausicalme. Vomissement? Nausicalme. Nausicalme pour le traitement des nausées et vomissements sans fièvre. Sirop, en flacon ou en sachet dès 6 ans et gélule adulte dès 15 ans. Médicament contenant du diménhydrinate. Demandez conseil à votre pharmacien. Lisez attentivement la notice. Si les symptômes persistent plus de 2 jours, consultez votre médecin. Auchan. C'est l'opération beauté chez Auchan. Profitez de 70% en cagnotte sur le soin de jour Anti-Rides Lift Plus Diadermine. Des ingrédients d'origine naturelle pour une peau ferme et 48 heures d'hydratation. Jusqu'à mardi, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur le soin de jour Anti-Rides Lift Plus Diadermine, soit 2,02 € cagnotte déduite au lieu de 6,75 €. Auchan. 50 ml, soit 135 € le litre. Montant crédité sur votre compte Wahoo, voire produits concernés et conditions en magasin. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, revient dans un instant. A tout de suite. Chez Manutan, c'est simple. Nous, on est pour des chaises de bureau ergonomiques qui se règlent un peu plus haut. Non, un peu plus bas. Ah, voilà. Pour des casques anti-bruit. Vraiment anti-bruit. Ou encore pour des garanties qualité qui durent et qui durent et qui durent et qui durent et qui durent. Bref, nous chez Manutan, on est pour la défense du bien travaillé. Vous aussi vous êtes pour? Alors passez vos commandes pro sur manutan.fr. Plus de 200 000 équipements professionnels de grandes marques sélectionnés avec attention par nos équipes. Manutan, all you need with love. Tout y est, le cœur aussi. Écoutez Sud Radio partout et à tout instant sur votre téléphone. Téléchargez et mettez à jour maintenant la nouvelle application Sud Radio sur Google Play et App Store. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons cette passionnante conversation avec Vincent Jauvert, Les Voraces de la République. Un livre d'utilité publique, je le dis, parce que si vous voulez savoir comment ça se passe au sommet, franchement, lisez-le, parce qu'il dit très bien et très nommément ce qu'il faut être dit, et qui est considéré d'ailleurs comme tout à fait normal. Encore une fois, c'est pas exceptionnel, hein, ce sont les mœurs, effectivement, de ces Ménines de Velasquez. Allez, je veux pas être trop méchant, mais bon, dites-moi, prenons d'autres exemples, juste, par exemple, Sibylle Veil, après tout, Radio France, hein, enfin, Alors, Sibylle Veil, elle était membre de la promotion à l'ENA d'Emmanuel Macron avec son mari, enfin celui qu'elle a épousé, oui. Sébastien Veil, petit-fils de Simone Veil. Oui. Sébastien Veil est un homme de droite, il était conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, mais resté ami avec Macron. Le couple est resté ami avec Macron. Quand Macron a décidé en 2016, secrètement, d'être candidat, il a demandé l'appui de certains, dont celui de Sébastien Veil. Son camarade de promotion. Ouais. D'ailleurs, il a assisté au mariage des deux, de Sébastien et de Sibylle Veil. D'accord. Et il a demandé à Sébastien Veil de rédiger un rapport sur la culture et l'audiovisuel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et en particulier sur la nomination des présidents d'audiovisuel. Et dans ce rapport, il dit clairement que, pour lui, les présidents audiovisuels ne doivent pas être des journalistes, comme ça a été longtemps le cas, ne doivent pas être des spécialistes de la culture, mais doivent être des financiers. Ah, d'accord. C'est ça l'impératif premier. C'est hallucinant. Ouais, or, il y avait quelqu'un qui était dans la finance, dans l'audiovisuel, et en particulier à Radio France, qui était sa femme. D'accord. Sibylle Veil, oui. Et Sibylle Veil a été nommée patronne de Radio France. Voilà. Je m'interroge sur le lien de cause à effet. Alors, elle m'a répondu en disant que si elle avait été un homme, j'aurais jamais dit... Elle m'a accusé de sexisme, en gros, j'aurais jamais dit ça. Oui. Ce qui est hallucinant, parce qu'évidemment, j'aurais dit la même chose. Aujourd'hui, les hommes et les femmes font des campagnes et des carrières équivalentes. Voilà, donc je pense qu'il s'agit de la même chose que Mme Goulard dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que M. Macron soutient les gens qui les a soutenus dès le début. Les Mormons dont vous parlez. Alors, eux font pas partie des Mormons, mais les Mormons aussi. Voilà. Donc, c'est une technique. Et alors, mais c'est pas nouveau. Dans votre livre précédent, qui était Les Intouchables d'État aussi, livre tout à fait passionnant aussi, Vincent Jauvert, vous racontez quand même cette discussion. Je crois que c'était avec Michel Sapin et quelqu'un qui l'avait engagé. Oui. Où il disait pourquoi je vous engage. Racontez parce que c'est magnifique. Oui, mais surtout qu'il y a une suite.
Oui. Parce que Sapin a dit... Donc, je rappelle qui est Michel Sapin. Michel Sapin, qui était ministre de l'économie sous Mitterrand, puis sous Hollande. Mais après qu'il ait quitté le gouvernement en 93, des cabinets d'avocats d'affaires viennent le voir, disant voilà, on voudrait vous embaucher. Mais lui, il dit pourquoi faire ? Il dit, évidemment, parce que vous avez fait une loi sur la transparence, sur la corruption, on aimerait bien que vous expliquiez les défauts, pour voir les failles, comment on peut les contourner. Les failles. Il a dit non, évidemment, ça je peux pas. Il lui a dit, donc moi ça m'a dégoûté définitivement. Sauf que là... Non, attendez, parce que vous l'avez dit, et là je reprends Vincent Jauvert, il dit je peux pas, il dit mais attendez, pourquoi vous croyez qu'on vous engage ? Oui, c'est ça, voilà. Si c'est pas pour montrer les failles de la loi, quoi. Sauf qu'il est rentré l'année dernière dans un cabinet d'avocats. D'accord. Mais bon, en disant que quand même il y avait des nouvelles lois et que de toute façon il avait quitté la vie politique. Bon, il était un peu embêté, mais voilà. Je ne dis pas du tout qu'il fait du trafic d'influence, en aucune mesure. Mais c'est vrai que la tentation, c'est simple. La différence entre les rémunérations de ces gens-là et leurs copains dans le privé s'est accrue de manière considérable. Déjà, dans le public, il gagne beaucoup d'argent maintenant. Mais dans le privé, vous connaissez les chiffres aujourd'hui. Un patron du CAC 40, en moyenne, aujourd'hui, gagne 5 millions par an. 5 millions par an, entre salaire, jetons de présence, etc. Oui. Enfin, tout ça, mais prime. Salaire et prime. Sans parler des actions gratuites qu'ils peuvent avoir. La moyenne, c'est 5 millions par an. 5 millions par an. Mais le secrétaire général de comment s'appelle-t-il, de Monsieur Balladur, qui était un conseiller d'État, grand copain de Nicolas Sarkozy, témoin de son mariage. Donc, il était un énarque bon teint. Il est rentré comme... Bazir, vous parlez pas de Bazir. Nicolas Bazir, oui. Nicolas Bazir, il est devenu numéro 2 ou numéro 3 de LVMH. Oui. Et les chiffres sont publics. Aujourd'hui, il a accumulé quelque chose comme 30 ou 40 millions d'euros. Écoutez, on comprend pourquoi ces gens-là veulent pantoufler, comme on dit, c'est-à-dire passer du public au privé, parce qu'ils gagnent énormément d'argent, énormément. La tentation est forte, et donc c'est la raison pour laquelle il faut créer des murs immenses et très solides. Or, c'est pas le cas, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Il y a des députés de droite comme de gauche qui ont demandé au gouvernement de renforcer les règles, et le gouvernement, évidemment, a refusé, en disant, c'est incroyable, en disant, oui, mais ça va détourner les jeunes de la haute fonction publique. Autrement dit, oui, je vais le détourner de vouloir faire ce qu'on est en train de faire. Vous voulez dire, là, vous ne gagnez pas assez d'argent, mais voilà, il faut que vous soyez qu'après, vous allez pantoufler. C'est pour ça que j'ai mis le Jean Constantin, quoi. Ouais. Mais dites-moi, ça, c'est quelque chose qui est... Écoutez, d'un côté, non mais c'est ça qui est marrant, cette schizophrénie française. D'un côté, on dit on n'en peut plus, c'est les gilets jaunes qui circulent dans la rue, les gens à 800 €. Je veux pas faire d'égalitarisme primaire, c'est pas ça. Mais on a l'impression que ce que vous décrivez, en fait, c'est drôle, parce que les gens qui descendent dans la rue n'en parlent pas du tout. On a l'impression que c'est une autre planète et que ça, on n'y touche pas. Alors, il ne parle pas du tout des grands patrons et des actionnaire, des gens très très riches, des multimilliardaires. C'est ça qui est étonnant quand même. On a quand même aujourd'hui en France le plus riche homme d'affaires au monde. Bernard Arnault. Hallucinant quand même. Au monde. Et ça, il n'en parle pas. Alors, il parle un peu plus quand même des hauts fonctionnaires, des gens dont ils sentent bien quand même, qui sont très occupés par leur propre carrière et leur propre argent, et peut-être pas assez par leur avenir. Parce que, encore une fois, Vincent Jauvert, mettons les choses, moi, un patron qui a créé une entreprise, qui a une idée, qui gagne des milliards, bravo pour lui. Bravo. Vive les entrepreneurs. Vive les entrepreneurs. Voilà. Je suis absolument d'accord avec vous. Absolument d'accord. Ils ont bien gagné leur vie. Aucun problème. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'on les embauche. Mais c'est ça. On les embauche parce qu'ils connaissent déjà à l'intérieur. Allez, encore un exemple. Oui, au contraire. Celui qui était le plus emblématique de l'époque Macron, me semble-t-il, c'est un ami d'Édouard Philippe qui était au Conseil d'État, c'est-à-dire après l'ENA, parmi ceux qui sortent les plus élevés dans le classement, qui est devenu, après avoir été numéro 3 du ministère de la Justice, donc un haut fonctionnaire très jeune, très fort, très intelligent, brillant, numéro 2 du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le sommet, la Cour suprême de la France. Là où sont les anciens présidents, les premiers ministres, etc. Et comme ces gens-là, ne sont pas toujours très actifs, c'est eux en réalité qui font la décision au Conseil constitutionnel. Je ne dis pas qu'ils la font mal, ils la font. Cet homme-là, il est passé du jour au lendemain. Donc c'est un homme qui est très influent au sein de l'État. Donc il était au Conseil constitutionnel. Voilà. Et secrétaire général, donc patron de fait. D'accord. Donc il connaît tout le monde dans l'État.
tout le monde le respecte et tout le monde il prend son téléphone, il voit qui il veut dans l'État. D'accord. Du jour au lendemain, il est entré comme lobbyiste, en gros, de Carrefour, la grosse boîte, de qui, de son copain de promotion à l'ENA, M. Bompard, inspecteur des finances, et il a embauché cet homme-là juste avant de faire son grand plan de suppression d'effectifs qu'il a dû vendre à l'État. Et qui l'a vendu à l'État ? D'accord. Ce secrétaire général. L'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Alors, je ne suis pas le seul à trouver ça vraiment bizarre. A vendu le plan de suppression d'emploi de Carrefour, pour être très clair. Oui. D'accord. Il a été auditionné par l'Assemblée nationale, qu'il a essayé de le travailler au corps quand même sur des sujets, ce sujet-là qui est quand même vraiment étrange. On se demande comment c'est possible. Alors la commission de déontologie qui est censée charger de voir ça, on m'a raconté de l'intérieur comment c'était passé, lui-même l'a raconté. Enfin, il faut lire le livre parce que c'est un peu long à expliquer, mais c'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Je le reconseille et je conseille aux auditeurs Sud Radio, procurez-vous ce livre parce qu'il dit tout là-dedans. Et encore une fois, c'est un constat implacable, c'est un constat qui est juste et c'est un constat qu'il vaudra un jour ou l'autre corriger si on veut que ça avance. Juste un mot, Vincent Jauvert. À votre avis, qui serait, vous avez regardé la situation, vous l'avez fait déjà sur 2 livres ou 3, quelle serait la chose la plus urgente à faire pour essayer On change la France en une seule ligne. En une seule ligne. En une seule ligne. Oui. Dès qu'un fonctionnaire veut entrer dans la politique, il doit démissionner. Et ne jamais revenir. Revenir en repassant les concours. C'est ce qui se passe en Grande-Bretagne. En repassant les concours, c'est ça. C'est ce qui se passe en Grande-Bretagne. Donc le modèle démocratique, quand même. Ouais. Mais c'est normal, c'est juste logique. On change la France. C'est-à-dire que c'est ça. Vous êtes fonctionnaire, vous voulez quitter, c'est votre droit, mais vous ne revenez pas. Enfin, vous n'avez pas votre place chauffée en attendant que votre. Et vous verrez beaucoup moins de hauts fonctionnaires à la tête de l'État. Donc l'État se régirait totalement différemment par des gens totalement différents. Juste ça. Et pas des dettes publiques comme on les connaît. Parce que ces gens-là vont vous dire que, et vous allez voir avec un rapport qui va sortir, dont on va beaucoup parler sur la réforme de l'ENA, de la haute fonction publique ce soir ou demain. Ah oui, mais on a la haute fonction publique la meilleure au monde. Mais qui le dit ? C'est quoi le critère ? C'est eux-mêmes qui le disent. Si on prend l'hôpital, si on prend la police, si on prend plein de choses, je ne vois pas très bien en quoi on est les meilleurs au monde. Ils sont les meilleurs au monde. Pas du tout. Oui, écoutez, on reste avec vous, Vincent Jauvert, et avec les auditeurs de Sud Radio. Des révélations à lire d'ailleurs dans ce livre, Les Voraces, publié chez Robert Laffont, signé notre invité Vincent Jauvert, qui va rester avec nous d'ailleurs sur Sud Radio dans quelques instants. 0826 300 300. Est-ce qu'il faut une barrière stricte entre la haute fonction publique et effectivement les activités privées ? Est-ce qu'on doit ne pas pouvoir passer de l'un à l'autre facilement ? Venez nous le dire. Tiens, on se retrouve juste après les informations sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Comment des Français financent-ils d'autres Français ? Eh bien, on en parle avec Vincent Jauvert. Vous avez écouté Les Voraces. Les Voraces, c'est pas mal. Et les Coriaces, bien sûr. Maintenant, c'est aux auditeurs de Sud Radio. On vous attend. Je rappelle que le livre de notre invité, Les Voraces, est publié chez Robert Laffont. 0826 300 300. On retrouve Pierre tout de suite sur Sud Radio. Bonjour Pierre. Bonjour. Écoutez, pour appuyer les dires de votre invité, je dirais que l'ère Macron tourne autour d'un axe depuis 2016 qui s'appelle Jean-Paul Delevoye. Cet homme a été pendant toute la campagne électorale des présidentielles chargé de sélectionner les candidats à la députation, je ne sais pas si vous vous souvenez, et pour que le capital relationnel de connivence fonctionne, on donne les circonscriptions gagnantes aux copains et aux personnes influentes. Et pour faire croire à une démocratie participative, on donne les autres circonscriptions perdantes au peuple. Voilà comment M. Macron est arrivé au pouvoir avec justement, comme vous l'avez très bien expliqué, ses petits copains. Alors moi je crois que oui, le but premier de ces arrangements est un but purement financier et que l'État français est devenu aujourd'hui une poule aux œufs d'or, que de nombreux voraces s'arrachent, vous voyez. Et je conclurai en disant ceci, si aujourd'hui nous avons tant de candidats à haut municipal et des candidats qui sortent des ministères, c'est parce que derrière eux, ce qui les intéresse le plus, c'est l'argent qu'ils vont pouvoir gagner en étant élus maires et surtout pour pouvoir maintenir leur candidature, prolonger, je dirais, leur vie d'élus, plutôt que de garantir ce qu'on leur a confié, c'est-à-dire le ministère qu'on leur a confié. Le bien public. Et le bien public, ni plus ni moins. Alors, juste un mot, peut-être un bémol, mais je vais demander justement à Vincent Jauvert, Pierre, ce qu'il en pense.
Le salaire des maires, ça dépend des grandes villes. Oui, ça a été haussé de 40%, les autres moins. Mais ce que dit Pierre, Vincent Jauvert, sur la République... Non, ce qui est tout à fait juste, c'est ce que vous disiez sur Monsieur Delevoye, qui effectivement était en charge de nommer ceux qui allaient être candidats en 2017. Et il y a quelqu'un d'autre qui était son adjointe, en quelque sorte, qui est maintenant ministre aussi, qui est Madame Agnès Pannier-Runacher, elle aussi énarque, et qui a été nommée pour la même raison, à savoir qu'elle a aidé Emmanuel Macron à ce moment-là également. Alors, quant aux revenus, là, je ne serais pas tout à fait en ligne avec vous. C'est vrai que les revenus des maires, même des grandes villes, sont importants, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec ce dont on a parlé. Mais ça n'a rien à voir avec ce dont on a parlé. Non, là, il s'agit de prendre le pouvoir. C'est-à-dire, il s'agit de prendre des grandes villes, d'essayer de sauver les meubles de la Macronie qui risquent d'avoir un désastre électoral dans quelques jours. Oui, dans quelques jours. Merci à vous, Pierre. Tout de suite, 0826 300 300, on retrouve Patrick sur Sud Radio. Oui, bonjour Patrick. Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, j'aimerais poser quelques questions sur le Brexit, quoi. Sur le Brexit, oui. Voilà, tout à fait. Mais j'aimerais savoir sur l'effet direct, en réalité, au quotidien, que va soulever ce Brexit en France dans un mois. Je veux dire par là, je veux parler des élections municipales. Comment ça va se passer pour les élections municipales pour la communauté anglaise? Est-ce qu'ils auront le droit de voter ou pas? Est-ce qu'ils auront le droit aussi d'être sur les listes? Et bien sûr, est-ce qu'on va avoir peut-être une vague de naturalisation pour permettre de continuer ces droits-là, quoi? Écoutez, deux choses. Je ne suis pas un expert de ça. Je me demandais à Vincent Jauvert, mais ce n'est pas non plus son domaine d'expertise. Mais que je sache, les Européens... Alors effectivement, vous avez raison de poser la question. Les Européens avaient le droit de voter aux élections municipales. Le fait que l'Angleterre ait quitté, va jouer ou pas, très sincèrement, je ne suis pas... Alors, Jean-Marie, vous avez... Non, mais j'allais lui faire la même promesse, cher Patrick. Promis, on vous donne la réponse demain, mais vous nous posez une colle juridique, là, pour le coup. Non, donc on ne saurait pas vous dire. On n'a pas la réponse, mais on va la voir dès demain dans Barkov. Écoutez-nous demain entre midi et 13h sur Sud Radio. Promis, on ramènera nos anti-sèches ce coup-ci. 0826 300 300. On retrouve Jean-Michel qui nous appelle de Bordeaux. Oui, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Je viens à vous, j'essaie d'intervenir pour les propos de M. Bonnel, député de la République et ô combien ami de la REM, concernant ces propos où il y a l'audace de comparer les pompiers qui réclament une prime de feu, qui est un minimum, à des black blocs. Alors je serais curieux de savoir quelle est la formation de ce monsieur et de quel droit, et où il va trouver des comparaisons pareilles. Ah oui, j'ai pas écouté effectivement cette comparaison qui me paraît effectivement pour le moins étonnante, sinon insolite. Mais qui est Bruno Bonnel? C'est un député de la République En Marche du Rhône, ancien entrepreneur, justement. Voilà, il était homme d'affaires, il était entrepreneur. Mais vous savez, les déclarations de chacun n'engagent que ceux qui les donnent, Jean-Michel. Et de ce point de vue-là, moi, ça me paraît effectivement tout à fait... je dirais, allez, tout à fait idiot, ça n'a strictement, évidemment, rien à voir. Maintenant, effectivement, Bruno Bonnel, effectivement, était un homme d'affaires, il est député. Mais vous savez, ça n'engage que lui et ça ne va pas plus loin. Hein. Mais vous savez, si on faisait le compte, d'ailleurs à droite comme à gauche, des sorties, des perles, pour être gentil, de ce que disent les uns et les autres, on ferait 25 heures d'émission et encore, on n'aurait pas la place de tout dire. Et encore, sans ces perles, d'ailleurs, Berkov, dans tous ses états, durerait moins longtemps chaque jour sur Sud Radio, parce que ça fait aussi notre bonheur de temps en temps. Merci Jean-Michel, on retrouve Bouchaïb au 0826 300 300. Oui, bonjour. Bonjour, donc je veux réagir à propos, sur les propos de Madame Belloubet concernant l'affaire Mila. Oui. Ils sont selon moi révélateurs, un révélateur supplémentaire. J'habite dans une zone ségrégée de Paris. Oui. Révélateur supplémentaire sur le fait que les problèmes sensibles politiquement en France, en particulier concernant l'islam, sont sous le régime de la raison d'État et non plus du droit ordinaire. Confère la fausse tolérance concernant tous les trafics dans les zones de non-droit, mais aussi dans les 1500 zones urbaines sensibles de France. Oui. Donc c'est la raison d'État qui prime. La raison d'État, c'est le président de la République, directement. Et le droit ordinaire, et la preuve, c'est que Mme Belloubet s'en mêle les pinceaux, si on peut dire, puisqu'elle a des propos pas très clairs sur la gravité des propos, etc. Voilà.
Oui, non mais c'est vrai que ce que vous dites, en tout cas, c'est moi ce qui me frappe, encore une fois, sans entrer dans le détail, c'est toutes les indignations en géométrie variable, et effectivement, surtout que Mme Belloubet ne connaisse pas son droit. Encore une fois, en France, on peut le déplorer ou s'en réjouir, on a le droit de dire du mal, et même du mal de façon forte et même peut-être excessive pour certains d'une religion, c'est ça, le droit au blasphème, il existe. Et ce qu'il y a, c'est qu'on voit très 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 bien que dans certains cas, c'est condamné, dans d'autres. Et comme vous dites, et je suis d'accord avec vous, Bouchaïb, aujourd'hui, je ne dirais pas la raison d'État, c'est l'hypocrisie d'État qui couvre effectivement une certaine tolérance. Vincent Jauvert, vous vouliez intervenir? Oui, juste pour dire que Mme Belloubet, en l'espèce, n'est pas n'importe qui. Non seulement elle est garde des Sceaux, mais elle était grande juriste et membre du Conseil constitutionnel. Donc la loi, en théorie, elle connaît vraiment bien. Et ne pas ignorer à ce point les lois sur la laïcité. Alors, juste un mot, Vincent Jauvert, je voudrais revenir au vorace, justement. Vous avez dit, il faut une ligne, effectivement, ce serait d'ailleurs une belle muraille de Chine. On verra. Je suis un peu sceptique sur le président qui le fera, mais enfin, écoutez, hein, l'espoir fait vivre, et heureusement. Il y a aussi, dans ce dont vous parlez, etc., est-ce qu'il y a aussi ce que j'appellerais, vous avez parlé, l'exemple d'ailleurs le plus extraordinaire, c'était quand le Crédit Lyonnais était encore nationalisé, Jean-Yves Abrère, quand même, trésorier payeur général, et on a vu dans quel état il avait laissé le Crédit Lyonnais il y a très longtemps de cela. Mais aujourd'hui, est-ce que, en fait, on peut parler d'une aristocratie d'État? Est-ce qu'on est en 1788, clergé, noblesse et tiers État? Sans, évidemment, comparaison n'est pas raison, hein. Mais est-ce qu'il y a, mutandis, quelque chose qui est de cet ordre? Oui, il y a une noblesse d'État, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'était le grand sociologue Bourdieu qui, dès 89, parlait d'une noblesse d'État. Aujourd'hui, cette noblesse d'État, comme je dis tout à l'heure, en plus, c'est adjoint la noblesse financière. Oui. Donc, est-ce qu'on est en 88 ça difficile d'avoir. Mais effectivement, la structure, elle est là. Il y a dans une certaine mesure, sans vouloir aller trop loin, mais pour aller vite, il y a eux et nous. Ce sont des princes qui considèrent qu'ils sont au-dessus du peuple et qui n'ont pas de compte à rendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et un jour, probablement, il faudra qu'ils rendent des comptes, et j'espère de manière la plus démocratique, par des lois qui les obligeront à être plus transparent et à être accountable, comme on dit en anglais, à rendre des comptes aux citoyens, tout simplement. Mais justement, il y a, vous en parlez beaucoup dans votre livre, il y a la haute autorité de transparence de la vie publique. Alors elle fait quoi, cette haute autorité? Alors elle va faire plus à partir de demain. Heureusement, parce qu'avant, c'était une commission qui voyait les allers-retours entre public et privé, et elle faisait rien du tout, et c'était une passoire. Ça risque d'être un peu mieux. Mais le gouvernement a refusé de lui donner plus de moyens. Le gouvernement lui a imposé des membres qu'elle ne voulait pas pour siéger, des membres de la haute fonction publique, de manière à garder un œil sur ces transferts-là. Et donc, c'est pas gagné du tout encore. On va voir, je crois que nous avons un auditeur. 0826 300 300, on retrouve Fred sur Sud Radio. Bonjour. Oui, bonjour Fred. Bonjour et merci de me prendre à l'antenne. Oui, je voulais revenir en deux mots là sur nos chers Anglais, qui ont entièrement raison de quitter l'Europe d'ailleurs. Hein. Bon, De Gaulle en voulait pas, c'est Pompidou qui les a fait, c'est la pire erreur qu'il a fait. Mais enfin, peu importe. Je dirais maintenant où c'est qu'on en est du traité du Touquet, parce que j'ai jamais vu un pays, comme la France, aller servir de point frontière pour les Britanniques, avec présence de policiers britanniques sur le sol français. Vous savez, on est un peu comme du temps des bourgeois de Calais. Vous savez, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que la ligne frontière, elle est dans les eaux territoriales, elle n'est pas sur le territoire français. Pendant combien de temps ce pays, enfin nos politiques, vont se comporter d'une telle soumission, d'une telle lâcheté, que les Anglais reprennent leurs problèmes migratoires, comme tous les pays ont leurs problèmes migratoires, mais je vois pas en quoi. Et qui aura le courage ici de dire maintenant, ça suffit, vous gérez vos problèmes, on gère les nôtres? Oui, c'est-à-dire que c'est ça, de même que Trump disait, on renvoie les djihadistes en Europe, les Français peuvent dire aux Britanniques, les migrants, écoutez, ils veulent aller chez vous, on va pas servir de muraille. C'est ça. Vincent Jauvert, ça pose un problème, ça. Oui, cela dit, je suis très attaché à l'amitié franco-britannique, qu'elle soit dans le cas de l'Union européenne ou pas. Voilà, donc si on pouvait régler ces affaires-là de manière
pacifique et intelligente avec nos amis britanniques, ça serait vraiment Ce bien. serait mieux. Ce que je crois en tout cas, non mais vous savez, il y a quand même quelque chose de très étonnant. Parce que vous vous rappelez, on disait toujours le Brexit, c'est fini, l'apocalypse, hein, comme on l'a dit quand Trump a été élu, l'apocalypse, etc. J'adore ces experts magnifiques autoproclamés qui oublient la phrase immortelle d'Alphonse Allais, les poubelles sont remplies de tendances prolongées. Je veux dire, je crois qu'il faut s'en souvenir un peu. Et surtout, c'est que ce qu'il apparaît, je dis pas que ça va se passer, mais que l'Angleterre peut devenir, c'est caricatural ce que je vais dire, mais quand même un gigantesque paradis fiscal, avec le savoir-faire de la City, avec ceux qui savent faire avec la finance, et ceux quand même les maîtres de ce point de vue-là, ils vont en tout cas attirer les entreprises, et on voit très très bien un rush aujourd'hui. Je parle vraiment financier, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, il y a des banques, oui, sans doute, il y a la crainte de beaucoup d'Européens que la Grande-Bretagne devienne la Singapour de l'Europe, ce qui, bon, ça serait inquiétant, évidemment. Mais en même temps, on voit aussi un déplacement massif des banquiers, et en particulier des banquiers d'affaires, vers Paris. Oui. Donc, je suis pas sûr... Il est vraiment massif. C'est ce qui se dit, ouais. Je n'ai pas pu vérifier. Je ne pense pas que la messe soit dite, ni dans un sens, ni dans l'autre. Dans l'autre. En tout cas, lisez les Voraces. Parce que vraiment, ça vous rendra coriace et c'est une bonne chose. Il vous aura bien plu ce jeu de mots sur les Horaces et les Curiaces, je crois, André Berkoff. Les Voraces, donc, le livre de notre invité Vincent Jauvert, c'est publié chez Robert Laffont. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio comme chaque jour. Je rappelle que vous êtes grand reporter à l'Obs et que du coup, on peut vous lire comme de juste tous les jeudis dans le magazine l'Obs. Merci à vous, André Berkoff. On retrouve demain à midi en direct dans tous vos états de bonne humeur avec ou sans les Britanniques dans l'Union Européenne. C'est comme ça, c'est la vie. Il va falloir vous y faire, mon cher ami. La journée continue sur Sud Radio. Dans quelques instants, nous allons retrouver Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Jacques Pessis qui aujourd'hui reçoit son invité Jean-Jacques Laffont. Belle journée à vous sur Sud Radio.